la rentrée et peut-être que l'idée de coucher avec un ou une de vos profs commence déjà à vous trotter dans la tête. Avant de vous exécuter, sachez qu'au cours de la dernière année, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec a mené une vaste consultation pour contrer les violences sexuelles sur les campus, puis que l'épineuse question de la sexualité entre profs puis étudiants a été nommée par de nombreux intervenants. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait d'aimer notre prof? En attendant l'imminent dépôt du projet de loi de la ministre Hélène David, on en discute avec Simon Tellès, président de l'Union étudiante du Québec. Simon, dans le cadre des consultations commandées par Hélène David, vous avez plaidé pour un encadrement des relations entre enseignants puis étudiants majeurs. Pourquoi collectivement on devrait se mêler du sexe entre adultes consentants? La question du consentement, justement, que vous avez évoquée, là, est au cœur de la problématique entre une relation pour nous entre un professeur et un étudiant. Ouais. Le consentement, non seulement il doit être donné, mais il doit aussi être libre et éclairé. Par exemple, il ne doit pas être obtenu là, à la suite de menaces, de contraintes physiques. Puis la personne qui donne le consentement aussi doit être en état de le donner, donc pas être intoxiquée, par exemple. Ouais. Et justement, dans le cas d'une relation prof-élève, prof-étudiant, ce qui nous inquiète, en fait, c'est qu'il y a un lien d'autorité entre ces deux personnes-là, puis c'est ce lien-là d'autorité qui vient vicier le consentement. Donc, même si les personnes donnent le consentement, la relation de dépendance qu'a un prof avec un étudiant empêche l'étudiant de donner ce consentement-là de façon purement libre. Qu'est-ce que vous voulez dire par dépendance? En fait, la relation d'un prof d'un étudiant, là, ça s'évalue à plusieurs degrés, là, mais je peux vous donner des exemples, notamment au cycle supérieur. Le professeur a pratiquement droit de vie ou de mort sur la condition de l'étudiant. C'est lui qui lui donne son financement, c'est lui qui choisit quel projet il lui donne à travailler, c'est lui ou elle qui choisit de l'amener dans des conventions internationales où il va pouvoir gagner de l'expérience puis se faire un nom dans le domaine. Donc, le professeur a vraiment un impact directement sur la réussite académique d'un étudiant. Et donc, on peut penser qu'un étudiant craindrait de refuser certaines avances par peur justement de perdre des années d'études qu'il a fait ou de ne pas pouvoir se développer pleinement dans son domaine. Donc, c'est cette crainte-là qui nous amène à dire qu'on devrait interdire tout simplement ces rapports-là. Parfait, mais on a tous déjà entendu l'histoire de contes de fées, ce couple ensemble depuis 15 ans qui s'est rencontré à l'université. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer un prof? Il n'y a rien de mal en soi à aimer un prof, puis on n'est pas en train de dire que moralement, notre position est meilleure qu'une autre. Ce qu'on est en train de dire, c'est que dans le cas précis d'une relation de lien d'autorité direct, le consentement est vicié. Et puis, quand on met ça en perspective avec les statistiques, c'est là qu'on a un portrait assez troublant. Il y a des statistiques? Il y a des statistiques, en fait, générales là, sur les dénonciations. Selon Statistique Canada, en 2014, 95 en fait, des agressions sexuelles n'étaient pas rapportées à la police. Puis, c'est seulement 3 cas sur 1000 qui résultaient, en fait, en des condamnations. Sur les campus ou non, on parle en général? On parle vraiment en général. Donc, ces statistiques-là, avec la présomption que deux adultes consentants sont d'accord d'avoir la relation sexuelle, pour nous, ça ne tient pas la route. Quand on sait que la majorité des cas, en fait, ne sont pas dénoncés, on pense que ce serait important, justement, d'ajuster cette protection-là entre un professeur et un étudiant. Est-ce que vous croyez que toute relation faite dans un cadre académique relève de l'agression? Pas nécessairement, mais ceci dit, c'est quand on est en lien d'autorité. Là, on se ramène toujours à ce concept-là de lien d'autorité. Par exemple, si moi j'étudie en sciences puis que j'ai une professeure qui étudie en histoire, il n'y a pas de lien d'autorité direct entre les deux individus. Donc, pour nous, là, le consentement pourrait très bien ne pas être vicié, là, si effectivement, le consentement des deux parties. Mais si mon superviseur direct qui m'attribue des notes et qui a un pouvoir sur ma destinée académique, là, on va parler de lien d'autorité. C'est dans ces cas-là précis où, pour nous, le consentement ne serait pas valide. OK. Puis, en ce moment, est-ce qu'il y a la moindre réglementation qui entoure les relations prof-étudiants, qu'elles soient sexuelles ou amoureuses? Il n'y a pas grand-chose présentement. C'est vraiment du cas par cas. On laisse aux établissements le soin, puis aux professeurs le soin de déterminer là, ces réglementations-là. Donc, on n'a pas de politique qui est unifiée. C'est justement une demande qu'on fait là, dans le cadre du projet de loi qui va être déposé, c'est qu'on donne des balises claires aux établissements, justement pour qu'il y ait une uniformité partout à travers le Québec. On ne voudrait pas que sur certains campus, ce soit le cas, sur d'autres, non. On veut vraiment une politique qui soit claire et qui l'interdise là, vraiment mur à mur. Quand vous dites que la responsabilité est donnée au professeur puis à l'élève, j'ai juste envie de dire que j'ai l'impression qu'au final, c'est souvent l'élève qui a la responsabilité. T'sais.
c'est la fille ou le garçon qui a couché avec son prof qu'on va accuser d'avoir cherché à avoir des meilleures notes. C'est rarement le professeur qui est remis en cause. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi pour leur relation. Effectivement, puis c'est une situation qu'on va souvent observer. On va souvent mettre le fardeau sur la victime, sur les survivants, les survivantes. Au contraire, nous, on pense que c'est la responsabilité du professeur qui est en lien d'autorité de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec ses étudiants, ses étudiantes, parce que c'est lui qui a le pouvoir, en fait, sur la destinée académique de ses étudiants. Je pense que c'est sa responsabilité qui pourrait être contenue dans un code, par exemple, de déontologie ou autre façon de s'abstenir, en fait, d'avoir ces relations-là. Parlons-en des façons. Quelles solutions on a pour améliorer la situation? Il y a plusieurs solutions sur la table. La première qu'on entend souvent, justement, c'est de dire bon, mais s'il y a un cas de relation sexuelle, on va tout simplement mettre fin à la relation académique. Oui, donc continuer à vous aimer comme vous voulez, exactement. Mais plus de rapport d'autorité. Exact. Ça, c'est une solution, nous, qui nous fait assez peur, je vous dirais, parce que ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre une barrière supplémentaire à la dénonciation. Imaginez-vous un étudiant ou une étudiante qui, ça fait 3 ans qu'il a commencé sa maîtrise, est en rédaction, tout va bien, a une relation sexuelle avec son professeur, et là, se dit ah ben là, je suis vraiment mal à l'aise de la situation, mais si je la dénonce, je vais perdre ma relation académique. Donc, je recommence à zéro. Je dois peut-être changer de domaine. Souvent, vraiment, c'est des domaines de pointe qui sont avec très, très peu de spécialistes. C'est pas si facile que ça, changer de superviseur. Donc, pour nous, ça viendrait rajouter une barrière de plus à la dénonciation, donc ce qui est contraire à l'objectif. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'interdire les relations, mais de ne pas apposer de pénalité? Donc, juste encourager l'autodénonciation, de dire que si, en tant qu'enseignant, vous avez une relation sexuelle avec un étudiant, vous devriez juste aviser la direction? Vous voyez, ça aussi, ça nous inquiète, surtout avec les statistiques dont je vous ai parlé tantôt. Dans la perspective où seulement 5 des agressions sont rapportées à la police, est-ce qu'on peut réellement se fier à l'autodénonciation? Ça nous inquiète un peu. Là. On pense que vraiment de compter sur la bonne foi des gens ou de compter sur le fait que les gens vont être capables de passer les barrières puis d'aller dénoncer, c'est pas une solution là, qui s'est montrée là, porter fruit. Vous avez parlé du code de déontologie. Les dentistes en ont un, les docteurs en ont un qui leur interdit formellement d'avoir des relations sexuelles et ou amoureuses avec leurs patients, leurs clients. À Harvard, on a interdit les relations sexuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix-là? Exact. Dans le cas des codes de déontologie, c'est un outil qui fonctionne super bien dans le cas des professions. Donc, médecins, dentistes, c'est des professions qui sont régies par la loi et donc qui ont un code de déontologie. Dans le cas des professeurs, c'est pas tout à fait la même chose, étant donné que c'est pas une profession. Il n'y a pas de code de déontologie à proprement parler qui s'applique à eux. Les solutions qui ont été retenues, comme à Harvard, par exemple, c'est d'avoir un code de conduite, en fait, dans l'établissement où on interdit formellement les rapports avec les étudiants. Si on pense que c'est une voie qui est tout à fait prometteuse, qui permettrait de réguler ça à l'échelle de la province. Et il pourrait y avoir, par exemple, des sanctions disciplinaires au sein du comité de discipline de l'université, dans le cas où il y avait une relation sexuelle, en fait, entre un professeur, son étudiant, son étudiante. En plus de cette réglementation-là, qu'est-ce que vous espérez voir dans le projet de loi de la ministre Hélène David qui devrait imminemment être déposé? Absolument. Ce qu'on a comme écho, c'est que dès le début de l'automne, ce sera déposé rapidement en session parlementaire. Oui. On commençait à siéger cette semaine, donc on a besoin rapidement de ce projet-là. Il y a une stratégie déjà qui a été déposée là, il y a quelques semaines, donc le projet va venir mettre tout ça en branle. Il y avait des recommandations. Exactement, il y a des recommandations. Là, ça prend des mécanismes pour s'assurer que ça se fasse effectivement. Donc, les relations prof-élève, prof-étudiant, dans le cadre de cette loi-là, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est de s'assurer d'avoir notamment des services aux étudiantes et aux étudiants. Donc, une des mesures qui a été proposée, c'est d'avoir un guichet unique dans chaque établissement où les survivantes vont pouvoir se rendre puis avoir accès à tous les services dont ils et elles ont besoin puis d'être accompagnés tout au long du parcours. C'est un besoin qui était criant présentement. Il y a des établissements où il n'y a juste pas de ressources et on va s'assurer quand on veut dénoncer. Donc, c'est toujours dans l'objectif de pouvoir dénoncer davantage les situations de violence sexuelle. Ça prend ces guichets-là uniques dans chaque établissement, peu importe où on est au Québec, même en région éloignée. Donc, ce serait la priorité de l'Union étudiante du Québec? Ce serait la priorité, effectivement. Puis il y a plein d'autres mesures, là, d'avoir d'abord une politique contre le harcèlement, en fait, contre les violences sexuelles, qui est distincte de toutes les autres politiques universitaires. C'est un sujet qui... En quel sens? En fait, présentement, les politiques sur les violences sexuelles sont mélangées en fait, avec d'autres politiques sur le harcèlement. OK. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il devrait y avoir une politique spécifiquement sur les violences sexuelles dans chaque établissement pour qu'on réfléchisse à une stratégie globale plutôt qu'une mesure parmi les autres. Je ne savais même pas que ça n'existait pas. Exact, ça n'existe pas présentement. Là. Il y a quelques établissements qui en ont, mais la plupart, c'est quelques articles dans une politique plus large sur le harcèlement. Wow! Donc, c'est assez troublant de voir ça.
Il y a des Effectivement. accommodements aussi académiques qui ne sont pas faits là, aux survivantes et aux survivants. Souvent, c'est les victimes qu'on va sortir de leur cours, on va, au lieu de les accommoder, puis d'enlever plutôt l'agresseur. Donc, c'est vraiment de mettre les victimes, les survivantes au cœur de la problématique. C'est le genre de mesures là, auxquelles on s'attend dans le projet. Merci beaucoup, Simon Tellès. On va suivre de près les développements politiques de la situation. Puis en attendant, on va y penser à 2 fois avant de baisser nos culottes dans une salle de cours. Effectivement.